Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live PD Talk. Bonsoir Damien. Salut, bonjour à tous. Bonsoir Claire. Bonsoir à tout le monde, ravi d'être avec vous ce soir. Et puis effectivement, ce soir, on est à 3 et on a une invitée de marque, je pense qu'on peut le dire. Anne-Charlotte Welch, bonsoir et bienvenue sur PD Talk. Merci. Alors, on a plein de choses à se dire ce soir. On va parler de votre carrière, on va parler de Stenkist. Vous avez, ça fait depuis longtemps que vous êtes éditrice, que vous êtes, je veux dire, dans les coulisses de la bande dessinée. Vous êtes passée notamment par le groupe Delcourt. Vous avez travaillé à la fabrication là-bas. Vous avez été aussi éditrice chez Pika. Et puis, vous êtes passée par Jungle. Et depuis 2023, si je dis pas de bêtises, vous êtes la directrice éditoriale de Stenkis. Est-ce que c'est correct déjà ce que j'ai dit et est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être rentrer brièvement un peu plus dans les détails peut-être sur votre parcours et sur ce qui vous a amené au sein du groupe Stenkis. Eh ben, tout à fait. Donc, oui, en effet, j'ai travaillé aussi chez Tonka. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Ah là là. Non, mais c'est comme ça appartenait et ça appartient à Delcourt, c'était voilà, dans la continuité. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée, dans les métiers de la bande dessinée par la fabrication, qui est donc, Oui. la partie qu'on connaît, peut-être moins, qui est peut-être moins visible pour les auditeurs, qui est la partie à l'époque où on recevait les originaux des auteurs, où on les scannait, où il y avait tout un travail très artisanal qui était fait sur les planches de bande dessinée. Voilà, moi j'étais passionnée de bande dessinée. La chef de fab de chez Delcourt, Cécile Régal, était une très grande chef de fab. Et voilà, et c'était passionnant de rentrer par cette petite porte qui était celle voilà, des originaux, du lettrage, du montage, de quelque chose qui était très intéressant, c'est-à-dire le passage entre de l'artistique, de la planche et ben voilà, un PDF qui nous permet ensuite d'imprimer un livre. C'est Et ça. puis voilà, puis après j'ai eu la chance de travailler dans le manga, dans une période où voilà, le manga était en pleine effervescence, c'était passionnant. Je me suis régalée, que ce soit chez Tonkam, que ce soit chez Pika. J'ai continué à avoir à la fois cet aspect éditorial et cet aspect fabrication. Parce que voilà, je me suis occupée d'édition collector. Voilà, j'ai travaillé sur Attaque des Titans. Enfin, j'ai eu la chance de travailler sur des très belles séries. Et puis, en 2018, je pense, j'avais envie de plus de création. Et puis c'est vrai que bah, voilà, le manga français était développé, mais voilà, j'avais envie de faire plus. Et je suis arrivée chez Jungle pour développer le catalogue fiction, plutôt de la fiction pour la jeunesse et de la fiction adulte, puisque l'envie était aussi de revenir un peu sur le segment adulte, puisque Jungle fait plutôt de la fiction. Et puis là-bas, j'ai développé plein de choses, à la fois des séries très, qu'on pourrait dire mainstream, comme Journal d'un noob. À la fois, j'ai fait Retour à Tomioka, qui a eu le prix d'Angoulême l'année dernière en jeunesse. Et puis voilà, j'ai développé de l'adulte avec une collection qui s'appelait Ramdam. Et c'était super, c'était passionnant, c'était enfin, c'est une super équipe. Et puis, bah, il y a quelques années, donc, Moïse Kissous, qui est le PDG du groupe, m'a proposé de venir chez Stanky, de reprendre le label et en me disant, bah voilà, c'est super, tu vas faire des nouvelles choses, impulser un nouvel élan. Et puis voilà, il y a toujours un peu cette appréhension de se dire, bah, on a fait de la fiction pendant longtemps, est-ce qu'on va faire de la non-fiction? Comment le documentaire? Voilà, qu'est-ce que ça change? Alors moi, je suis une grande lectrice de fiction et de non-fiction, en BD, en essai, en roman. Enfin voilà, je lis plein de types de livres différents. Et puis bah, finalement, j'adore, avoir raconté des histoires et puis comprendre, apprendre. Et finalement, bah, en arrivant chez Steinkiss, c'était aussi le plaisir de travailler sur des ouvrages où bah voilà, on tire un sujet, on tire un fil et puis on a l'impression d'apprendre tout le temps. Et moi, j'ai cette chance aujourd'hui chez Steinkiss de pouvoir parler de Marie Anning, de la paléontologie de la fin du 19e en Angleterre, à la grève des sardinières à Douarnenez en 1924, à Pénis de table, la question des masculinités contemporaines,
à voilà, plein de sujets, d'anthropos, de philo, de documentaires qui se sont très différents, mais en même temps avec voilà cette envie de partager, de faire partager le travail des auteurs et leur vision du monde, quoi. Et est-ce Et que, ça, j'avoue que c'est assez, je me sens assez privilégiée. Ouais. vous venez de le dire un peu avant, est-ce que ça veut dire que vous aviez un rapport important, que vous étiez plus jeune à la bande dessinée, vous en lisiez plus jeune? Ah ouais, moi j'étais une grande, grande férue de bande dessinée. Alors c'est très étrange cette histoire, mais moi j'avais un grand-père qui était pas très sympathique, hein. On peut pas dire que l'affect était au cœur de sa vie, mais il se trouve qu'il achetait beaucoup de BD pour ses petits-enfants. Et moi j'étais, bah, voilà, moi à chaque fois qu'il ramenait des BD, bah, j'étais collée. Donc mes grands-parents avaient une bibliothèque de BD, incroyable, allant ouais, de Johan et Pierre-Louis à enfin vraiment les classiques du franco-belge, Yoko Tsuno, le Scrameustache, enfin voilà, vraiment, toutes ces BD, bon, du coup, jeunesse à l'époque pour moi. Et puis j'ai continué en fait, toute, ouais, mon adolescence. J'ai découvert le comics, j'ai découvert le manga, je suis arrivée ensuite au roman graphique, j'ai lu, Persépolis comme, beaucoup de jeunes femmes, je pense, de ma génération. Et moi j'ai jamais rompu, mon lien avec la bande dessinée. Et c'est vrai que en fait, dès mon envie de travailler dans les métiers du livre, la bande dessinée était vraiment, ouais, au cœur de mon envie de libre, quoi. Donc si Donc vous oui, avez oui, j'ai eu beaucoup de chance pour ça. donc vous avez fait des études en gros pour pouvoir un jour allier, votre passion et ce qui serait votre activité professionnelle? C'était réfléchi? Ah oui, c'était très, très réfléchi, ouais. En plus, moi, j'ai eu la chance, il y avait un dispositif, à l'époque qui s'appelait la quinzaine du livre. Moi, j'ai grandi en Touraine et j'étais dans un petit collège de fin fond de campagne, et il y avait la quinzaine du livre, et il y avait, des un éditeur qui s'appelait Thierry Magnier, qui s'appelle toujours Thierry Magnier d'ailleurs, qui existe toujours. Il montait un peu sa maison à cette époque-là, et puis il était venu présenter dans mon CDI, voilà, d'école, son métier. Et moi, j'étais en cinquième et je me suis dit: «Ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, ça a l'air super». Et il se trouve que Thierry Magnier, j'étais venue le voir du haut de mes, je sais pas, je devais avoir 12 ans, en lui disant: «C'est incroyable» et cetera. Et il m'avait fait une petite carte, et il m'avait donné c'est une petite carte où il m'avait dit: «Pour Anne et Charlotte, 2 grandes lectrices», et il m'avait laissé son numéro. Et des années après, quand j'ai commencé mes études dans les métiers du livre, bah, je l'ai contacté en lui disant: «Bah, voilà, je vous ai rencontré, j'avais 12 ans, vous avez changé ma vie, embauchez-moi». Mhm. Et j'ai fait un de mes premiers stages dans l'édition chez lui. Et puis c'est bien, c'est une maison d'édition jeunesse et même qui fait un petit peu de bande dessinée qui est formidable, Thierry Magnier. Un très très beau Mmh. Mmh. catalogue. Alors à l'époque, ils étaient très, très aussi, présents sur le roman et l'illustré. Mhm. C'était vraiment leur ligne. Alors voilà, j'ai fait enfin vraiment mon premier stage, c'était ma première découverte, mais je veux dire, oui, je remâche ce métier depuis longtemps, j'avoue. Alors, on l'a oh pardon, vas-y Claire, Non, sinon. vas-y. Non, non, moi j'allais enchaîner en disant, voilà, donc vous faites un stage là. Comment est-ce que donc parce que là, on est quand même là aujourd'hui pour parler donc de Steinkiss. Comment est-ce que vous arrivez donc chez Steinkiss et pour y faire quoi en fin de compte? Ah, pour y faire quoi? Ben, pour, être éditrice tout d'abord, puisque donc je suis arrivée, chez Steinkiss, j'ai pris, alors en fait, cette histoire de direction éditoriale, elle s'est mise en place petit à petit, mais voilà, je suis arrivée pour, être dans le prolongement d'une maison qui a quand même été créée en 2011, donc il y a une quinzaine d'années, qui a, voilà, avait installé une ligne éditoriale autour de la non-fiction. Et puis, ben voilà, moi j'avais envie aussi d'y mettre, ben, ce que je savais faire, c'est-à-dire, bah, des histoires, des bonnes histoires, des bons récits. Et c'était un moment où à la fois, bah, on reprend un peu, une ligne, et puis, bah, on essaie voilà, d'y impulser de nouvelles choses. Euh,
Le travail d'un éditeur, d'une éditrice, il est multiple, hein. Moi, le cœur de mon métier, c'est quand même celui d'apporter des projets au sein de Steinkiss. Donc, de proposer à l'équipe, de dire, bah voilà, je vous propose de faire ce projet, j'ai envie de le faire pour telle et telle raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous me suivez? On a un fonctionnement très collégial chez Steinkiss. On fait des livres qu'on va travailler pendant 2 ans. Si ce n'est plus, on a besoin que toute l'équipe soit convaincue d'avoir envie de faire ces livres. Donc moi, mon cœur de métier, c'est de convaincre mes collègues que c'est ça, que c'est ce livre qu'on va faire, que c'est un bon livre, que ça va donner, que c'est un sujet intéressant, que ça va intéresser les gens et qu'on va bien le faire pour voilà, qu'il fasse sens dans la maison. Steinkiss, c'est un catalogue intéressant parce que la non-fiction, enfin c'est un catalogue qui fait exclusivement la non-fiction, ce qui est quand même pas très commun chez les éditeurs. Les éditeurs sont plutôt en général, enfin les éditeurs de bande dessinée sont plutôt des éditeurs généralistes, c'est-à-dire ils font de la fiction, de la non-fiction, de la jeunesse, voilà. De la BD historique, enfin voilà, il y a plein de genres qui vivent au sein de grandes maisons. Steinkiss reste un éditeur indépendant, quand même un petit éditeur dans le sens où c'est un éditeur qui a choisi de ne pas grossir de manière voilà, accélérée et on est sur un nombre de publications assez restreint. On a une exigence sur nos projets, enfin voilà, on essaie de maintenir une qualité élevée et pour ça, bah, voilà, on est du coup assez sélectif. Et en étant sélectif, on est obligé aussi de rester sur notre cœur de cible qui est la non-fiction. En fait, en même temps, la non-fiction, c'est hyper riche. Il y a 1000 choses, il y a 1000 espaces à découvrir dans la non-fiction. Vous qui êtes journaliste, vous avez bien vu que c'est un espace aussi qui s'est beaucoup développé en bande dessinée ces dernières années. Ça fait partie des choses qu'on va pouvoir aborder d'ailleurs après cette question-là. Mais je voulais pas t'interrompre pour t'interrompre dans votre explication. Donc voilà. Donc quand je suis arrivée chez Steinkiss, je me suis dit bon bah voilà, j'ai envie de faire du documentaire, j'ai envie qu'on continue à comprendre le monde qui nous entoure, j'ai envie qu'on continue à comprendre le monde social. J'ai pas envie d'être dans une posture élitiste. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Je suis beaucoup dans ces logiques d'accessibilité, voilà, je veux jamais que le lecteur il se sente pas à la hauteur quand il lit un de nos livres. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Ça veut dire que quand je rebondis, parce que ça c'est vraiment une remarque intéressante, ça veut dire que notamment si vous abordez, si Steinkiss décide de traiter d'un sujet qui est un peu brûlant, on va vraiment faire en sorte qu'il y ait une forme de vulgarisation qui soit vraiment très poussée pour que ce soit très accessible, quoi. Du coup, c'est un petit peu ça la démarche. D'accord. Ouais, pour moi, c'est vraiment essentiel qu'on n'ait pas besoin d'avoir des connaissances poussées sur un sujet pour pouvoir le lire. Et donc, après, on donne des marches, des passerelles, mais le but, c'est vraiment d'être voilà, le plus accessible possible, pouvoir entrer dans des sujets qui ne sont pas des sujets simples, qui peuvent être des sujets difficiles à comprendre ou qui sont parfois éloignés de nous, tout simplement, éloignés de nous, lecteurs français. Vivant en 2026, mais de pouvoir quand même, voilà, y trouver une connexion, un lien avec nous lecteurs. Et la deuxième chose qui m'importait, c'était aussi de traiter à la manière de Steinkiss, c'est-à-dire avec cette exigence documentaire, intellectuelle, voilà, d'être pédagogue et d'être précis et pointu sur nos sujets, mais de sujets de culture populaire. On a travaillé, par exemple, là, on a fait un bouquin qui s'appelle Forever Love, sur la télé-réalité sentimentale. Voilà, pour moi, c'est important aussi qu'on ne soit pas dans des choix de sujets qui sont des choix de sujets élitistes aussi. Donc, on va avoir... C'est sûr que vous rentrez dans le catalogue Steinkiss, bon, bah, y a des sujets qui sont plus ou moins grand public ou plus ou moins accessibles. La grève des Sardiniens en 1924, j'entends que ça ne puisse pas être immédiatement... qu'on ne puisse pas se sentir immédiatement lié à ça, mais par exemple, quand on a travaillé sur les sardinières, sur le cœur des sardinières,
Nous, ce qu'on avait envie de raconter, c'était une grève de femmes réussie, c'était la puissance du collectif, c'était de montrer que voilà, pourquoi on a envie de changer le monde et quelles sont les aspirations et que les personnages qui traversent cette histoire et cet événement historique qui est donc la grande grève des Pensardines, le lecteur puisse s'y retrouver et puis que voilà, s'identifier aussi à ce que ces femmes ont vécu, à ce qu'elles ont choisi de défendre et je pense que C'est un album qui est nettement plus d'actualité que ce qu'on peut imaginer. Enfin, je veux dire, cette exactement, grève de femmes c'est bien clair, merci. et cette bagarre que les femmes ont mis en œuvre, cette manifestation pour obtenir des droits équivalents à ceux des hommes, c'est un sujet, mais on est complètement dans l'actualité. On s'aperçoit que ça s'est passé il y a exactement 100 ans. La bataille est toujours là. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage. Alors, déjà, il est magnifique, mais en plus, c'est complètement d'actualité. C'est à la fois une célébration des 100 années de cette manifestation, mais c'est remettre vraiment dans l'actualité le combat des femmes actuelles. Oui, et je pense que ça, c'est aussi une manière que j'avais envie c'est une manière qu'on a chez Steinkiss, en tout cas, d'aborder la bande dessinée historique. C'est-à-dire qu'on fait de la BD historique chez Steinkiss, ça fait partie justement des genres de la non-fiction. Et ce qu'on avait envie, c'est à la fois que cette histoire des Pensardines, elle ne soit pas uniquement un folklore. Parce qu'en vrai, en Bretagne, il y a plein de gens qui connaissent les Pensardines. Et il y a des chants de manif qui sont issus un peu de l'histoire des Pensardines. Mais on avait envie voilà, que l'histoire des temps, elle fasse écho à l'histoire d'aujourd'hui et aux luttes d'aujourd'hui. Et c'est toujours ça, c'est penser l'histoire sur des enjeux qui sont aussi des enjeux contemporains et montrer comment voilà, les questionnements et les enjeux qui ont eu lieu il y a 100 ans sont aussi travaillés différemment aujourd'hui, Bien bien sûr. sûr, mais sont toujours présents. Je ne sais pas si Damien veut réagir à ce qui vient d'être dit. Non, j'étais en train de regarder si, parce qu'on nous dit toujours qu'il y a des échos. Ah non, alors j'ai compris. Ah Donc mince, c'est mieux. pardon. Non, non, c'est bon. Donc, pardon, je n'étais pas trop, mais c'est pas très grave. J'ai quand même des questions, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que dans ta journée, tu as énormément de rôles. C'est peut-être ça aussi qui t'attire aussi dans ce métier, c'est parce que c'est extrêmement vaste. Et peut-être que même une journée, il n'y en a même pas de type parce que ça change tous les jours. Entre suivre un projet qui est peut-être au début, en même temps qu'un autre qui est presque à la fin, regarder même des projets qu'on va te donner pour les lire, accepter ou pas. Peut-être que c'est ça aussi, c'est cette richesse aussi que tu apprécies aussi dans ça. Dans l'édition, on appelle ça une névrose. Hein. Oui, Mais oui, alors c'est très étrange de bosser dans l'édition parce qu'on est tout le temps sur ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer dans 2 ans, ce oui. qui va se passer dans 1 an, et ce qui est sorti il y a 2 mois. Donc on est tout le temps en train de jongler entre toutes ces temporalités. Et c'est vrai que donc là, en ce moment, fin juin, je suis en train de boucler les livres qui vont sortir sur août, septembre, octobre. Donc la rentrée, en fait, la rentrée littéraire va partir à l'impression là avant le début de l'été. Donc on est très mobilisés pour aller au bout de ces projets que ça fait 2 ans qu'on porte avec les auteurs. Et parallèlement à ça, il faut quand même que je continue à étudier les nouveaux projets parce qu'il faut construire 2028. Et puis, il faut suivre 2027, c'est-à-dire il faut être présent pour les lectures de scénarios, les lectures de storyboard, les choix de couleurs, les premiers tests qu'on va faire justement sur, c'est les premières planches, on va faire les tests techniques, vérifier que tout est OK, avant que le lecteur il se lance dans 150 pages, on fait en sorte que C'est ces mieux. 5-6 premières C'est mieux, pages c'est mieux. soient un vrai espace d'échange, etc. Et donc il y a toute cette temporalité qui est une forme de jonglage un peu permanent. Et puis chaque projet est unique. Les techniques sont différentes, chaque livre a une technique différente, chaque auteur travaille différemment, que ce soit en scénario, que ce soit en dessin. Et ça c'est la même chose pour le coup, fiction, non-fiction. Les auteurs, nous, notre rôle aussi en tant qu'éditeur, c'est de s'adapter aux besoins d'un auteur, de pouvoir l'accompagner là où il a besoin qu'on soit.
Mmh. Donc il y a des fois où on va être présent, très présent sur la technique parce que ben c'est du traditionnel, voilà, il y a un travail qui est très important. Il y a des fois on va être très en début des projets parce que ben voilà, on a fait un premier projet ensemble et puis l'auteur il vient nous voir en disant ah, ben, j'ai envie de travailler là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a quelque chose à faire, puis voilà, puis j'ai lu ça, j'ai vu ça, puis j'ai discuté avec machin, voilà, est-ce que tu penses qu'il y aurait matière? Comment tu le verrais, toi? Donc très en amont. Et puis, bah, en plein milieu, avec, bah, voilà, des écritures de scénarios, des allers-retours, on réécrit les dialogues, on bosse le storyboard, et qui sont beaucoup plus enfin, ancrés dans le quotidien. Et ça veut dire combien de personnes, Anne-Charlotte, pour gérer Stenkiss? Alors chez Steinkiss, on est deux. Ouais, vous êtes deux. On est Ok. deux. En fait, enfin, on est à l'édito pur, on est deux. Il y a quand même Moïse Kissous, donc qui est notre PDG. Et puis après, il y a une équipe qui est toute l'équipe commerciale, marketing. Vous connaissez bien Guillaume, donc Bien qui sûr. Oui. s'occupe de la presse et du marketing pour Steinkiss. Et Guillaume, son travail, c'est de faire rayonner les titres, de rendre visible la maison, d'être l'interlocuteur aussi des auteurs pour bah, voilà, toute la partie marketing, promo, j'aimerais bien envoyer un service de presse à telle personne, je voudrais est-ce qu'on fait une interview filmée, comment on la met en avant, par quel réseau, par exemple, là on fait un partenariat avec Socialterre sur un titre de la rentrée, enfin voilà, monter tout Oui. ça, essayer de faire rayonner les maisons, bah, c'est Guillaume qui le fait. D'accord. Après, il y a toute la relation avec la diffusion-distribution qui est l'édition, en fait, être éditeur, c'est beaucoup travailler sur de l'immatériel, mais il y a un moment où on imprime des livres. Donc, on travaille avec une autre structure avec qui on sous-traite en fait cette activité-là, qui est celle de la logistique. Donc, de prendre les livres et de les amener chez les libraires, pour simplifier. Et la diffusion, qui est le fait d'aller parler de nos livres aux libraires à chaque cycle commercial. Donc, par exemple, là, il y a quelques semaines, on a bouclé octobre-novembre. Donc, moi, je vais chez le diffuseur, puis je lui dis, ah, mais c'est super, on va faire ça, on va publier ça, etc. Et du coup, l'équipe de diffusion, chaque représentant de la diffusion a un territoire. Donc, il y en a un qui va être en région PACA, l'autre en Bretagne, etc. Et en fait, c'est eux qui animent le territoire, c'est-à-dire qu'ils vont appeler les libraires qui vont faire passer voir chacun pour dire eh ben chez Steinkiss tu sais pas quoi à la rentrée ils vont faire tel livre ça va être super, regarde j'ai des pages, ça parle de ça, je peux t'envoyer le bouquin pour lecture, etc. Donc ça c'est une autre structure qui s'appelle la diffusion étant vraiment la partie relation avec les libraires, distribution étant la partie logistique de l'acheminement des livres chez les libraires et qui est fait en externe. Donc c'est un peu une structure un peu différente et les diffuseurs-distributeurs travaillent pour plusieurs éditeurs en réalité. Voilà pour les équipes. Et puis après, il y a les équipes de gestion, la compta, ceux qui font les droits d'auteur, notre chef de fabrication qui s'occupe de toute la relation avec les imprimeurs. On est beaucoup de métiers en fait dans les maisons d'édition. Et sur l'éditorial pur, finalement, on est que deux à mettre les mains dans le bouquin tous les jours, etc. Mais on est tout le temps en lien avec tous les services et les auteurs aussi sont en lien avec les autres services. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas du tout ce qui se passe en amont de ces ouvrages que nous on reçoit ou qu'on achète. Et c'est vraiment tout un milieu qui nous est totalement étranger et c'est vraiment très intéressant de pouvoir justement échanger ce soir à ce sujet. Parce que je pense qu'il y a il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont découvrir qu'en réalité, il existe des métiers qui potentiellement peuvent plaire même à des jeunes ou des gens en reconversion. Je pense que ça peut être extrêmement riche. Exactement, ouais, il y a énormément de métiers et c'est vrai que je pense que de l'extérieur, on a toujours un peu cette figure de l'éditeur en pensant qu'il fait tout. Et en fait,
nous, on est vraiment des interlocuteurs privilégiés sur le travail du livre et sur l'accompagnement des auteurs. Mais en fait, les auteurs travaillent avec Mélanie qui travaille à l'événementiel et qui organise des tournées en librairie, fait le lien entre les libraires et nous pour organiser des événements, des dédicaces, etc. Et Guillaume, il fait le lien entre vous, entre les auteurs, entre voilà, toutes les manières qu'on peut avoir aujourd'hui de faire parler des livres. Il y a énormément de métiers qui sont méconnus dans les maisons. La fabrication, c'est un métier qu'on connaît très peu. Et pourtant, il y a vraiment ce passage entre l'artistique, la création qui est chez les auteurs et un objet livre qui va être un produit qui sera vendu. Et la personne qui fait aussi cette transition, c'est la fabrication. C'est la fabrication qui va discuter avec nous sur les choix des papiers, où est-ce qu'on imprime, quel format, du coup quel format, donc quel type de machine. Enfin voilà, il y a mille décisions qui sont prises. Et moi, j'en prends une certaine partie, mais j'en prends plein conjointement avec des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Alors, Alors, juste pour te couper, vas-y, Damien. je dis bonjour à ceux qui sont sur le chat quand même. À Pierre Joly, à Rêve de Bulle. Merci de nous rejoindre. Donc, on est avec Anne-Charlotte Welge des éditions Steinkiss. Donc, on va. Et alors, ce qui est fou, et là, c'est là où elle est forte, Anne-Charlotte, c'est que derrière elle, elle a plein de livres. Et elle a plein de livres dans sa bibliothèque. Et c'est cool parce qu'on va pouvoir en parler. Donc, ça, c'est Ouais, vraiment bien. ouais. Effectivement, on va se lancer sur le catalogue Stenkist en tant que tel, Anne-Charlotte, si ça vous va. Et on avait notamment une question qui concerne les collections de Stenkist. Est-ce que, pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas encore très très bien la maison d'édition, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu comment est-ce que c'est organisé le catalogue Stenkist? Voilà, c'est très organisé. C'est très organisé. Donc, Steinkiss, éditeur de non-fiction, dans la non-fiction, différents sous-genres. La biographie du témoignage. La base chez Steinkiss, c'est la biographie, le témoignage. Vous voyez Une farouche liberté, le bouquin qu'on a fait sur Gisèle Halimi. On a fait un livre sur Bourdieu qui s'appelle Une enquête algérienne. Voilà, biographie. Le témoignage, c'est voilà, pareil, un angle qui a été très travaillé chez Steinkiss. Ensuite, la BD historique, dont on a parlé avec les Sardinaires, donc retravailler sur des événements historiques, raconter des événements historiques. La BD reportage et la BD documentaire, qui vont être par exemple Les femmes ne meurent pas par hasard, le Tropique toxique sur le chlordécone, Je vois Triade d'Antoine Vitkin, voilà, qui sont vraiment BD reportage, documentaires, souvent réalisés par des journalistes ou des documentaristes. Et qui vont traiter de différents sujets. Et puis, ces dernières années, on a un peu développé ce qu'on appelle la BD d'essai. On fait de l'essai en bande dessinée. C'est ce qu'on a fait avec Cookie Calcaire sur Pénis de table sur les masculinités, c'est-à-dire essayer de créer de la pensée autour de ces questions des masculinités. Et ce qu'on a impulsé aussi avec On ne naît pas mec, avec la Steinkiss Zone, qui est donc là une collection en partenariat, donc qui est un peu différente. J'y reviendrai après, mais sur les collections Steinkiss, il y a aussi Témoins du monde, dont Mathieu montrait tout à l'heure Triade, qui fait partie de cette collection, la collection Témoins du monde. C'est une collection qui a un angle un peu géopolitique, qui va parler de gens qui sont allés témoigner du monde. Ça a l'air évident dit comme ça, mais voilà, mais qui est souvent sur un axe assez international, et puis qui est beaucoup des histoires de reporters sur des sujets variés. On a une collection d'IAD aussi qui parle de couples qui se sont engagés en art comme en politique. Donc voilà, on raconte en fait l'histoire individuelle et comment l'histoire individuelle a une portée politique parfois. Donc voilà, Les choses sérieuses avec Jean Cocteau, Jean Marais. Les matins doux sur Simone de Beauvoir et Nelson Algren. Donc voilà, en fait, dans la non-fiction, on peut
moi j'aime bien dire que chez Steinkiss on fait de la romance avec Diade, mais c'est un peu ce jeu-là, c'est-à-dire que on parle de la relation individuelle, mais on l'ancre dans un contexte qui voilà, nous permet aussi de comprendre le monde, de comprendre la société à un instant T ou par le regard de personnes. C'est vrai qu'on n'imagine pas, mais dans celui-là, celui sur Simone Signoret et Yves Montand, c'est extrêmement politique. C'est pas juste une romance, une histoire Et oui. d'amour qui serait à l'eau de rose. Elle est plutôt rouge que rose, cette histoire, Oui, c'est clair. politiquement parlant. Et c'est vraiment, enfin, je trouve ça hyper intéressant, puisque l'histoire, on l'aborde tellement mieux quand on passe par les hommes. Par l'incarnation, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est pas mieux ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, ce qui a pu se passer à Prades. Voilà, c'est ce genre d'album, vraiment, rien que pour ça, c'est hyper intéressant. Ça permet de mieux comprendre l'histoire. Par rapport à votre question, Mathieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de collections chez Steinkiss. Parce que comme on fait de la non-fiction, on est déjà un genre à part entière. Donc, par rapport à des éditeurs généralistes qui vont avoir tendance à voilà, avoir une collection histoire, une collection romance, une collection... nous, la non-fiction est de fait déjà un peu une ligne éditoriale très précise et qui fait qu'on va pas vouloir trop catégoriser à l'intérieur du catalogue. Donc là, je vous parle des lignes éditoriales, de la ligne BD reportage, de la ligne essai, de la ligne biographie, témoignage. Mais en fait, c'est des choses qui sont, moi, dans ma manière de construire la ligne éditoriale de Steinkiss, d'essayer d'avoir une pluralité voilà, de genre, de manière d'aborder les sujets, d'avoir une diversité dans ce que je vais proposer au lecteur, dans ce qu'on va proposer au lecteur. Mais c'est invisible pour le lecteur. La plupart des livres que vous verrez chez nous sont sous le label Steinkiss. Alors, Ce qui je est pas plus viens mal de en vrai, mettre, parce pardon, que pardon, bon, excuse-moi, Mathieu. ça peut avoir je veux dire, le fait de vouloir absolument segmenter les catalogues, parfois, ça peut être aussi contre-productif. Moi, je me souviens d'un moment, enfin bref, petite parenthèse, et après, Damien, je Oui. te laisse la parole. Mais je me souviens, par exemple, d'un bouquin, c'était, je pense, c'est Delcourt que c'était sorti. Alors, j'espère que vous n'allez pas mal le prendre, mais c'était à l'époque. Il y avait la collection Shampoing qui était sortie, donc c'était une collection blanche. Sauf que, mais c'était pour mes voisins les Yamada, je crois. C'était à la fois en collection Shampoing, il y avait le label Akata aussi qui était présent sur le bouquin, et puis c'était Delcourt. Donc en fait, moi j'étais là un peu, ouais mais attendez, là ça fait un peu beaucoup, là j'ai l'impression. Je sais qu'à un moment aussi c'était, il y avait du Delcourt, il y avait Série B et il y avait Terre de légende qui était en même temps. Donc là, par exemple, ça, c'est pour moi un exemple de on veut bien faire, on veut aider le lecteur à s'y retrouver, mais là, il y a un peu trop d'informations sur les couvertures, je trouve, pour que ce soit vraiment pertinent. Enfin, c'était l'impression que j'avais. Voilà. Moi, je pense que c'est des névroses d'éditeurs et de libraires de devoir tout segmenter. Parce qu'on aime bien, c'est bien rangé après. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que nous, en tant qu'éditeur, on a besoin de penser les choses et de les structurer. Et donc, du coup, on a tendance peut-être à faire ça, mais je suis d'accord, il y a eu un moment où tout le monde s'est mis à faire des catégories, de sous-catégories, de sous-sous-catégories. Et alors, pour avoir travaillé dans le manga, on était les rois aussi on va surcatégoriser. Donc, dans le shoujo, on va faire 3 catégories. Dans le shonen, enfin, la segmentarisation, elle a ses limites aussi, je suis d'accord, et je pense que elle est plus une aide aussi pour le libraire Oui, pour pouvoir un peu structurer son offre aussi au sein de son rayon. Vraiment le lecteur qui se dit alors aujourd'hui j'ai très envie de lire du série B / Terre de légende qui voilà, je pense à ses limites et je pense qu'il y a pas mal de collections chez nous qui sont globalement assez invisibles. Je pense que les gens ils viennent parce que c'est Steinkiss, c'est de la non-fiction, ils apprécient notre catalogue, mais je suis pas sûre que la lisibilité de nos collections soit très très forte. D'accord. J'interviens pour dire que dans le chat, il y a Pierre Joly Twitch qui vient d'écrire un cadre, c'est toujours bien, c'est clair chez Steinkiss, moins chez d'autres. Alors moi, Oui. oui, pardon. Et moi, j'ai mis, j'ai projeté le petit logo zone
pour qu'on puisse en parler ensemble. Claire, tu voulais poser une question par rapport à Zone, il me semble. Non, 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 j'étais en train, moi, de citer ce que venait de dire Pierre Joly. D'accord. Voilà. Alors sinon, oui, la collection Zone, donc nous, on sait qu'il y a donc Sex Friend et On ne n'est pas le mec, mais comme là, on va aussi en profiter de cette émission pour annoncer donc pas un peu des exclusivités, mais des nouveaux titres. J'aimerais qu'Anne-Charlotte nous parle d'un nouveau titre qui va sortir donc le 27 août et qui s'appelle Propaganda. Est-ce qu'on peut en savoir un peu Tout à fait. sur cette nouveauté? Alors, déjà, peut-être pour revenir sur la collection Zone, en fait, qui est quand même assez particulière chez Steinkiss parce que donc c'est une coédition. On travaille en partenariat avec la collection Zone, donc qui est une collection de la découverte, qui est assez particulière parce que c'est une collection d'essais de sciences humaines et sociales, avec une approche qui est quand même plutôt engagée, c'est-à-dire que c'est des auteurs qui ont des points de vue assez marqués et sur des sujets qui sont assez contemporains, qui s'imprègnent de la contre-culture, enfin voilà, qui sont assez critiques. C'est un catalogue Zone chez la découverte qui est assez critique. Je trouve que le catalogue Steinkiss était aussi un catalogue assez critique. Donc voilà, quand on a commencé à vouloir aussi faire de l'essai un peu plus en bande dessinée, et ben la collaboration avec Zone était vraiment quelque chose de très intéressant parce que on travaille, on collabore, là où en BD reportage on collabore avec des journalistes, et ben en BD d'essai dans cette coédition, on travaille beaucoup avec des chercheurs en sciences sociales. C'est le cas de On ne n'est pas mec, où c'est Daisy Le Tourneur, donc qui est l'essayiste de l'essai, qui a travaillé sur la version en bande dessinée. Sur Sex Friends, c'est un peu différent parce que c'est Richard Memto, qui est donc le philosophe qui a écrit l'essai Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère du numérique, qui a travaillé avec Colin Attard. Et celui de la rentrée est donc Propaganda, comment manipuler l'opinion publique, et qui est un livre un peu à part, puisque Propaganda est un ouvrage écrit par Édouard Bernays en 1927, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc il y a une centaine d'années, et qui est un classique des guides de théorisation des relations publiques, de la propagande, des techniques de manipulation, comme on n'aime pas trop les appeler, mais qui sont les outils du RP, quoi, la personne qui fait des relations publiques. Bernays, c'est un publicitaire qui donc a écrit ce livre où il raconte comment il a travaillé avec l'industrie du tabac, avec différents industriels pour essayer de mobiliser, de changer l'opinion publique, de faire, de manipuler les masses, comme il aime bien le dire. Et en même temps, nous, on était... Propaganda, c'est vraiment un classique des sciences sociales. C'est un livre, on tombe dedans, on a l'impression on est là, waouh, c'est incroyable, etc. Et en même temps, c'est un livre qui a été écrit à 100 ans. Et ce qui nous semblait intéressant aussi dans cette adaptation, c'est d'en questionner la continuité ou justement la rupture avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et donc du coup, pour le coup, Édouard Bernays est mort. Donc il n'était pas question de pouvoir travailler avec Édouard Bernays. Donc il se trouve qu'on travaille avec ses ayants droit, avec ses petits-neveux, etc., qui voulaient pas scénariser, et qui étaient très contentes qu'on fasse vivre cette œuvre, mais qui n'étaient pas scénaristes et qui étaient là en mode faites quelque chose. Et donc on a donc travaillé avec Françoise Drussac et avec Maxime Béloche, qui pour le coup sont des auteurs qui viennent pas de la non-fiction. Parce que ce qui nous intéressait ici, c'était vraiment de transposer, de faire de la pédagogie, de rendre accessible la pensée d'Édouard Bernays et de la discuter, de la critiquer, de la mettre en parallèle avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont discutées dans le monde contemporain. Donc à la fois on a adapté ce livre, mais on a pris des libertés, tout en respectant la pensée d'Édouard Bernays, et ne pas le mettre en porte-à-faux, parce que le pauvre Édouard, aujourd'hui, il peut pas répondre. Donc, si on fait que lui dire, ah bah oui, mais avec les réseaux sociaux, c'est différent aujourd'hui, ça peut pas marcher. L'idée, c'était quand même de rendre justice à Bernays, qui est vraiment un théoricien des techniques de communication, tout en montrant comment ces techniques, elles se sont adaptées, elles se sont transformées
elles ont évolué avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, donc, on a Et vu. voilà, et la courbe vient juste de sortir. Donc ça, c'était un titre qu'il fallait donc absolument, parler. Dans la rentrée littéraire de ce qu'il va y avoir donc chez Stankist, il va y avoir aussi la collection d'action. Alors ça, c'est 2 titres donc qui seront annoncés pour début octobre, le 8 octobre. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de cette collection d'essais graphiques qui a une particularité, c'est qu'elle est nomade. Alors, il y a 1000 particularités sur cette collection. Par rapport à ce que disait Mathieu, c'est vrai que le rôle d'un éditeur, c'est aussi de proposer des choses, proposer un cadre pour les auteurs. Et c'est vrai que ça faisait quand même quelques temps que je crois que tout le monde l'est, tous les gens qui sont là. On était traversés un peu par se dire 2027 va être la présidentielle et on avait l'impression, le sentiment qu'il y avait un tournant qui allait aussi se passer. On avait envie de se dire comment on s'engage, nous, en tant qu'éditeur, en tant que citoyen, chacun fera ce qu'il aura envie de faire. Mais nous, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'on propose? Comment on se positionne dans le débat public autour de la présidentielle de 2027? Et ce qu'on avait envie, c'était de faire une proposition d'équipe, et donc du coup de ensemble proposer quelque chose aux lecteurs et à nos auteurs, un espace pour discuter, pour faire discuter la pensée de gauche et pouvoir donner à voir la manière dont on pourrait penser des sujets qui sont peut-être moins représentés aujourd'hui et visibles, et qui pourtant nous semblent essentiels dans les questionnements qui vont arriver pour la présidentielle. Donc ça, c'était un peu notre idée. On avait envie de faire une petite collection, un peu de politique, ou en tout cas où on discutait des enjeux de société un peu frontalement. La deuxième chose, c'est qu'on voyait bien que, on traverse un moment où le temps de lecture est raccourci parfois, où on est pris dans nos vies, où le pouvoir d'achat aussi est vraiment quelque chose qui est au cœur des problématiques de chacun, et on avait envie de proposer quelque chose qui soit plus accessible que ce qu'on fait chez Steinkiss. Chez Steinkiss, on fait des livres longs qui coûtent cher, qui sont chers pour les lecteurs, qui sont chers à produire, parce que c'est du long travail d'enquête. Mais là, on avait envie de faire un peu le contre-pied de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire dire on peut travailler dans un petit espace avec quelque chose de très synthétique, qui sera peut-être moins démonstratif que ce qu'on peut faire habituellement, mais qui du coup pourra permettre au lecteur de s'emparer d'un sujet, l'écologie, la santé, l'abstention, de manière assez accessible et synthétique. Donc, on a monté cette petite collection qui est donc de l'essai du tract en petit format, qui est vendu 7,95 pour une soixantaine de pages. Je voulais le dire que c'était important. C'est vraiment c'est pas très cher comme par rapport au format et tout, et donc c'est important aussi de le mentionner, quoi. Ça va faire sortir un petit peu la bande dessinée, parce que nos bandes dessinées, on hésite des fois à les emmener dans les transports en commun et tout. Alors que là, d'abord un petit format moins cher, je pense que ça va faire sortir aussi la bande dessinée dans des lieux publics. Oui. Et moi, j'avais envie de quelque chose qui coûte moins de 8 €, qu'on peut s'offrir, qu'on se file, qu'on se partage, qu'on fait tourner, qui a un truc très accessible. En effet, comme disait Claire, assez nomade, c'est-à-dire on peut l'emmener, on peut l'avoir dans son sac. C'est pas c'est pas la BD de 200 pages qui est peut-être un peu plus massive et qu'on va lire chez soi dans un espace où, en tout cas dans un moment où on est dans un espace où on se coupe un peu des autres. Là, c'est un objet qui a pour but d'être partagé. Donc ça, c'était vraiment l'idée de ligne d'action. Et puis, moi, quelque chose qui est très important, qui est très au cœur de ma manière de faire des livres, c'était aussi de dire au lecteur, mais on a
tous une capacité d'agir. Tu as une capacité d'agir, j'ai une capacité à agir, etc. Et acheter un livre à 8 euros pour se renseigner sur un sujet, c'est aussi agir. Et c'est pour ça qu'on avait envie d'appeler ça ligne d'action, de travailler à la fois sur cette idée de les donner un espace aux auteurs pour s'emparer d'un sujet, raconter, parler de leur point de vue, etc. Et aussi que le lecteur puisse être d'accord, être pas d'accord, le lire dans un temps de lecture qui est quand même bon, je dis pas qu'ils sont tous qu'on les lise tous en 30 minutes, mais je veux dire c'est des livres qu'on essaie d'avoir synthétiques, qui sont qui permettent de rentrer dans un sujet qu'on connaît peut-être pas bien, et d'essayer d'en comprendre un peu les enjeux et de se faire sa propre opinion. Oui, Alors et là, on puis, a à l'écran pardon, Claire. le Et puis, manifeste pour une écologie politique oui, qui est et donc d'ailleurs, les deux premiers titres qui sortent, ce sont quand même deux personnalités de gauche, des vrais penseurs. Il y a une sociologue, et puis ensuite, il y a quand même Alessandro Pignocchi, que vous connaissez déjà, parce que vous l'aviez déjà publié chez Steinkiss en plus. Tout à fait. C'est l'auteur chez nous du petit traité d'écologie sauvage. Donc, Et ouais, d'ailleurs, sur l'ouvrage avec Dominique Méda, donc qui est en effet oui, une sociologue qui a beaucoup travaillé sur qui a beaucoup travaillé sur le travail. ouais, qui travaille sur le travail, ouais, qui a réfléchi sur les Voilà, notions, ouais. et qui travaille avec Max Levko, qui est le dessinateur des Sardiniens, qui Donc lui oui, aussi est passionné par les questions du travail. Alexandro Pignocchi, donc c'est un manifeste pour une écologie politique. Pourquoi c'est important de ce titre-là qu'il soit justement dans ligne d'action? Tant que il y a plein de choses qui se jouent là-dedans. Il y avait l'idée de dire, est-ce qu'il y a une vraie écologie politique aujourd'hui? Ça pourrait ressembler à quoi une écologie politique? Et puis cette question de comment on met quelle est la puissance un peu de l'écologie comme puissance fédératrice. Et puis Alessandro, c'est un auteur extrêmement engagé dans ces sujets, qui est un militant par ailleurs, et qui avait aussi à cœur de défendre son point de vue. Et en fait, ce qui est drôle dans ce format des tracts, dans ce format de ligne d'action, de ce petit format, c'est que chaque auteur essaie de trouver des idées un peu astucieuses pour s'emparer de son sujet, pour dérouler un propos auprès du lecteur. Et il se trouve que, par exemple, Alessandro a choisi de faire un arbre de décision. Vous voyez la mécanique du livre dont vous êtes le héros. Oui. Ouais. Et l'arbre de décision, c'est la même chose. C'est est-ce que vous vivez à Rouen? Oui, non. Mhm. Donc voilà, Ah il oui, c'est a vrai. déroulé cette mécanique en disant est-ce que vous avez une conscience écologique? Comment on peut la définir? Si vous en avez une, allez à telle page, allez à telle page. Donc il joue aussi avec le lecteur, et il y a un espèce de rapport entre lui et le lecteur qui est intéressant et qui questionne comment on peut penser une écologie politique, comment on peut agir pour l'écologie aujourd'hui en 2026. Oui, surtout qu'il y a toujours de l'humour chez Alexandre Pignocchi en Exactement, ouais. plus. Donc c'est ce qui fonctionne aussi. Ça attire aussi le lecteur. Exactement, mais il y a un truc très, très caustique, très dans le travail d'Alessandro. Ouais. Avant de passer à notre prochaine question autour d'une autre collaboration super importante de Stenkiss comment cette année, on va y venir vite. Moi, deux petites questions par rapport à donc ce dont on vient de parler. Pour la collection Ligne d'Action, vous démarrez avec 2 titres, mais ce qui est envisagé, c'est de publier plus de titres si ces 2-là fonctionnent d'abord, ou alors on se donne un galop d'essai avec ces 2 titres-là et puis on verra ce que ça donne par la suite. Nous, on a 6 titres qui sont prévus sur la collection. Très bien. Okay. En gros, il va y avoir donc les 2 premiers titres qui sont les 2 titres d'octobre, du 8 octobre. Ouais. Et puis ensuite, on va avoir un titre par mois jusqu'à la présidentielle. D'accord. Ok. Et avec sur des sujets différents. Avec un petit présentoir, histoire de bien les voir en magasin, éventuellement, ça aussi, c'est peut-être... un petit présentoir. Ah, ça, c'est la magie de Guillaume. Donc ça, il a fait il y aura une petite PLV de comptoir pour pouvoir... et en fait, l'idée, c'est que les libraires puissent les garder pour pouvoir avoir les numéros suivants et pouvoir
voilà, continuer à suivre la collection. Et puis ensuite, on verra si le format nous plaît, si on trouve les lecteurs aussi qui ont envie, et que les auteurs ont envie de continuer à s'emparer de ce sujet, à continuer à traiter d'autres sujets, c'est une collection qu'on continuera. Après, pour l'instant, on avait envie de faire un truc un peu de série, quoi. Ouais. C'est-à-dire, voilà, d'avoir 2 tomes au début, puis d'avoir un tome tous les mois, d'avoir un rendez-vous régulier. Et puis après, on verra si on continue. Parce que ça sera multifactoriel, quoi. Claire, je te cède la parole. Oui, alors, autre collaboration dont on a envie de parler, parce que pour l'instant, ça reste encore un peu confidentiel, mais maintenant, voilà, on va pouvoir en parler. C'est la collaboration donc entre Steinkiss et Mediapart, Tout à fait. qui est un média qui est incontournable actuellement dans notre monde politique, pas seulement, pour l'économie aussi, pour les violences faites aux femmes, voilà, Mediapart est incontournable. Donc je voudrais savoir comment, parce qu'on sait que Mediapart a déjà collaboré à d'autres moments. Et donc là, comment vous est venu donc chez Steinkiss l'idée d'avoir cette collaboration avec ce média en ligne? Bon, déjà, je pense qu'il y a cette idée de, voilà, Steinkiss c'est un éditeur déjà indépendant, qui chérit son indépendance, comme Mediapart chérit la sienne. Il y a cette idée de, voilà, d'être sur des reportages, d'être sur de la BD d'enquête. On a fait Tropique Toxique sur le chlordécone, on a fait Les femmes ne meurent pas par hasard. Enfin voilà, on aime aussi aller sur des sujets avec engagement et avec force. Et je pense que c'était ça aussi que Mediapart trouvait intéressant dans notre ligne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que quand on s'est rencontrés avec les équipes de Mediapart, au début, on était sur de l'idée de dire oh là là, on va faire de la BD reportage, etc. Moi, en effet, ils avaient fait des choses avec la revue dessinée, mais ils avaient fait plus de l'adaptation d'articles. Moi, je suis pas une structure de presse, c'est pas du tout. Enfin voilà, moi, je fais du format long, quoi. Nous, c'est vraiment ce qu'on sait faire, c'est de raconter des histoires, de raconter comment certains événements font sens et donnent un récit à lire au lecteur. Et c'était un peu ça que je disais, que j'ai proposé à Mediapart, c'est-à-dire on va travailler sur vos enquêtes et on va les mettre ensemble pour pouvoir que le lecteur puisse en comprendre la globalité. Et pas de travailler sur des choses plus thématisées comme a pu faire la revue dessinée, sur différents sujets, mais en reprenant des articles un peu différents. Et c'est vrai que ça, je pense que ça nous a tous, enfin voilà, nos 2 équipes, ça leur a plu. On y voyait voilà, ce qu'on pouvait faire ensemble, ce que chacun pouvait apporter. Je veux dire, si vous êtes lecteur de Mediapart, vous savez que les enquêtes sont longues, que les articles sont longs, que c'est une rédac qui a à cœur la précision, qui va au fond de ses sujets, etc. Et nous, on leur a dit, allons au fond des livres, quoi. Enfin, si on doit faire des livres ensemble, allons au fond des sujets, allons au fond des choses, ramenons du contexte, des approches historiques, des approches sociologiques, etc. Et travaillons ces sujets-là de cette manière-là. Donc on était parti en se disant c'est super, on va faire de la BD reportage. Puis finalement on n'a pas fait de la BD reportage. Enfin si, mais non, parce que on a un des premiers sujets qu'on avait envie de travailler, c'était l'école. C'était sur la question de l'école privée, de l'état de l'école publique et surtout de la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de parents qui, voilà, à la fin de la primaire, sont un peu, se disent oh là là, mais ouais, mais le collège, le secteur, j'ai peur, il est très grand, l'offre scolaire, elle me plaît pas, j'ai l'impression que les profs sont complètement débordés, est-ce qu'on n'irait pas dans le privé? Mathilde Guanec, la responsable du pôle éducation de Mediapart, elle a beaucoup travaillé sur ces sujets, elle a beaucoup raconté, voilà, la mise en place d'un système, de l'école privée, comment il est aussi soutenu par les politiques, voilà, c'est des choses, elle a beaucoup travaillé sur l'affaire Betaram, voilà, plein de choses. Et en fait, en discutant avec les équipes de Mediapart et nous, moi à l'édito, on était là, mais non, mais en fait, on n'a pas envie de raconter un truc surplombant. Ce qu'on a envie de raconter, c'est ce que les parents vivent. Et
sujets auxquels ils se trouvent confrontés, et le choix entre voilà, être fidèle à ses valeurs, avoir un projet de société qui soit joyeux, désirable, encourageant, qu'on a envie de partager avec ses enfants, et l'état aujourd'hui d'un système public qui pâtit de politiques publiques au bénéfice d'autres endroits. Et je pense qu'on peut donc ouais, pardon. Je voulais juste signaler Anne-Charlotte, pardon, de vous interrompre, que donc la couverture du livre en question, donc l'école des privilèges, elle est affichée sur BD Talk pour que les gens identifient bien de quel livre on est en train de parler, et donc ce sera ce livre-là qui sera présent à la rentrée. Je peux peut-être. Les auteurs. Ouais, il y a TM et Stéphane Tamaillon. Stéphane Tamaillon, merci. Et est-ce qu'on peut aussi rappeler la date de sortie? Est-ce que Le 29 Anne-Charlotte, octobre. le 29 octobre, super. Donc comme ça, je pense que tout le monde va pouvoir bien prendre note de la date de sortie. Mais donc, désolé pour cette petite interruption, mais je trouvais que c'était important de mentionner le livre. Bien sûr, mais ce qui est drôle, je pense, par rapport au métier d'éditeur, c'est parfois on aborde des sujets en se disant on va faire ça parce que c'est la première idée qu'on a, ou en tout cas c'est celle où on se dit voilà, je vois bien comment en termes de narration ça va. Et puis non seulement on rencontre des auteurs avec qui on va discuter aussi de ces sujets, et puis on discute avec les journalistes avec lesquels on travaille, et en fait ensemble il se passe autre chose. Et moi, j'ai trouvé ça très beau dans ce livre parce que finalement, en discutant ensemble, on était d'accord sur plein de choses, sur ce qui se passe dans le privé, sur la manière dont le public perd petit à petit aussi des moyens, etc. Mais en fait, ce qui nous rassemblait tous aussi, c'était de dire mais en fait, en tant que parent, c'est impossible comme choix. C'est un choix qui est extrêmement dur à faire, et qui aussi est lié à des choix politiques. En fait, on met les parents dans cette situation-là du fait de choix politiques. Et en fait, du coup, Stéphane, qui est vraiment un auteur avec qui j'ai déjà travaillé, que j'apprécie beaucoup, a aussi impulsé un moment de dire, créons des personnages, assumons la fiction. Et moi, j'étais très alignée avec ça, en me disant, mettons-nous à hauteur de parents, de ce que c'est. Ne donnons pas quelque chose de surplombant, ou de dire la bonne manière de penser. Mettons-nous à hauteur de parents, et voilà, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse dans ces sujets. Mais par contre, ce qu'il faut en comprendre, c'est comment ils se sont installés aussi. Oui, puis Ça, c'est Stéphane un ici. album sur lequel Oui, pardon. Stéphane Tamaillon a travaillé chez Steinkiss, qui s'appelle Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Voilà. Oui, et Stéphane, il s'y connaît puisque Stéphane, il habite pas très loin de chez moi, c'est pour ça que je le connais. Mais il était prof d'histoire géo et là, il est prof de documentaliste. Donc c'est vrai Exactement. qu'il connaît quand même le milieu de l'enseignement. Exactement. Et pour moi, c'était essentiel, et je veux dire, c'est essentiel pour Mediapart et pour nous tous, de travailler avec des gens qui connaissent bien ces sujets. Et Stéphane, il a porté aussi un autre point de vue, c'est-à-dire que du coup, il avait cette double casquette d'avoir traversé aussi l'école publique, d'avoir été enseignant, et d'être toujours dans ce secteur-là, et en même temps d'être scénariste, de savoir raconter une histoire. Donc lui, il connaissait bien ces sujets. Et puis TM, le dessinateur, c'est pareil. TM, en fait, il a été enseignant en art plastique. C'est des sujets qu'il connaît hyper bien, sur lesquels il avait déjà beaucoup réfléchi, travaillé de son côté, avoir une réflexion. Et c'est passionnant, en fait, de pouvoir partager à chaque fois les points de vue de chacun, et les désaccords parfois, et en même temps de dire comment on montre cette tension entre ce point de vue et ce point de vue, comment les personnages peuvent l'incarner, ce que ça veut dire. Et donc il fallait à la fois incarner ce sujet. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'idée de créer des personnages qui traversent ces questionnements, mais aussi il fallait rendre à Mediapart ce qui appartient à Mediapart, c'est-à-dire toute la matière documentaire, toute l'information qu'ils ont accumulée et qu'ils ont retranscrit à leurs lecteurs sur ces sujets.
Et on a fait le choix du coup d'avoir un décor qui donne à voir la matière documentaire. C'est-à-dire que si on peut revoir les pages d'Amiens, Oui, bien sûr. on va voir dans les décors, bah voilà, les petites infos plus informatives. On fait un peu d'infographie dans les décors. Et ça, TM, il fait ça, mais d'une main de maître. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis très impressionnée par sa manière voilà, de mettre de l'information dans les décors. Et du coup, pour le lecteur, on rentre par la matière narrative, par ces personnages qui nous accompagnent dans le récit. Et en même temps, bah, on s'arrête sur un tableau, sur un couloir, dans un espace où il y a de l'info, où il y a de la donnée qui peut être un peu plus brute et un peu plus rude pour la lecture. Et est-ce que ça veut Et du dire coup, que ces albums de bande dessinée, ils se retrouveront sur les blogs de Mediapart ou pas du tout? sur les blogs, Oui, tu sais, il y sur a, l'application, ouais, quand on est sur le site, ceux qui sont abonnés, ils peuvent lire parfois certaines bandes dessinées, comme il y avait eu Remedium justement sur l'école, ou pas du tout. C'est que papier, c'est pas sur le site. écoute, on est en train d'en discuter. Ah, Je pense ok, qu'il y aura des extraits qui seront de Ouais, d'accord, les toute extraits, façon, ouais. ok, oui, Ouais, ouais, c'est ça. sur l'application. mhm, Après, là, on est vraiment dans le cadre d'une production faite avec Mediapart. mhm, Donc, mhm. on est un peu à part du blog, tu vois. D'accord, ok, d'accord. Mais après, oui, oui, bien sûr, il y aura des extraits et on va voir un peu comment on va donner à lire aussi aux lecteurs de Mediapart Mhm, la BD. d'accord. Eh ben moi, je pense qu'on peut vous souhaiter plein de bonnes choses pour ce super partenariat. J'étais présent début janvier à Paris lorsqu'il y avait eu une présentation des enjeux éditeurs de pas mal de maisons d'édition, et notamment Stenkiss, et je me souviens qu'il y avait eu un focus qui avait été fait sur un titre en particulier qui va sortir le 17 septembre prochain, c'est La bataille du glyphosate d'Aurore Gorius et David Lopez, et c'est mes collègues qui ont pensé, Claire et Damien, qui ont pensé à eh bien, savoir un petit peu votre point de vue par rapport à ce titre-là, parce que je crois que c'est un des fers de lance de Stenkiss en fin d'année. Ah oui, c'est gros enjeu. Ouais, ouais, c'est un bon gros doc. Ouais. Mhm. Alors, la couverture est très, très en RVB, donc vous devez avoir une vision très, un peu fluo. Bon, la Ah oui. couverture est un peu plus calme, mais je pense que c'est les histoires de conversion Ah, MVN et RVB qui ont oui, donné ça. ok. Mais oui, oui, la bataille du glyphosate, en fait, bah ça, c'est un peu la magie du métier d'éditeur. J'ai fait une table ronde à Panthéon Assas avec Aurore Gorius. On s'est croisés, on nous a posé des questions sur la BD documentaire. C'était très intéressant. Puis on s'est rencontrés, puis on s'est dit, tiens, c'est marrant, on a plein de trucs à se dire. Et voilà, et donc Aurore qui travaille sur les produits phytosanitaires, qui est une journaliste d'investigation, qui a travaillé pas mal pour différents médias, pour Les Jours, pour l'IB. Elle me dit, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur les produits phytosanitaires, etc. Je dis, ah ouais, ouais, c'est super, c'est vachement intéressant, etc. Le poids des lobbies, la fabrique du doute, voilà, tous ces éléments qui sont un peu travaillés par Édouard Bernays. Comme ça, je reboucle avec Ah oui, Propaganda. ouais, exactement. Et je lui dis, voilà, si on me parle de l'industrie, bon, ça va être un peu rêche, hein, ça va pas être évident, forcément, pour le lecteur de rentrer dans cette enquête, sur, voilà, l'agro-industrie. Bon. Et puis petit à petit, en discutant, en échangeant, en partageant un peu les travaux, elle me dit, mais tu sais, l'objet le plus emblématique des produits phytosanitaires, c'est le glyphosate. C'est le glyphosate qui était à 2 doigts d'être interdit, qui a été réautorisé pour 5 ans, puis réautorisé pour 10 ans. Et elle dit, dans cette histoire, il y a tout. Il y a tout ce que je veux raconter sur cette industrie. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah voilà, on va raconter la bataille du glyphosate. On va raconter comment, voilà, il y a eu des alertes autour du glyphosate petit à petit, comment il y a eu des scientifiques qui ont alerté, comment, voilà, il y a eu des victimes aussi chez les agriculteurs de ce produit donc, qui était développé par Bayer Monsanto.
Et puis, comment, à Bruxelles, en fait, c'était plus compliqué. Comment il y a eu un gros lobby de la part des industriels autour du glyphosate. Comment, du coup, on a fait peser la balance pour, voilà, empêcher qu'il y ait des interdictions, etc. Puis les mobilisations pour que, voilà, avec les Verts, avec plein d'acteurs politiques, économiques et militants sur ces questions. Et puis voilà comment les deux se sont articulés, comment on a vu aussi le travail des lobbies, des industriels de l'agro-industrie pour essayer de défendre le glyphosate, qui est vraiment un produit emblématique de l'agro-industrie et qui, finalement, ce que dit Aurore, c'est de dire ce dont on parle autour des PFAS, des Oui. néonicotinoïdes, etc., ce sont les mêmes mécaniques. Ce qui se Mhm. passe, ce qui s'est passé pour le glyphosate, c'est la même chose sur tous ces produits-là qui sont toxiques pour la santé. Pardon. Non, Vas-y, vas-y. t'en prie. Et donc voilà, on articule un peu tous ces enjeux-là, que ce soit la question de la fabrique de la science, de la fabrique du doute de cette science et du consensus qui est là, des institutions européennes, et en fait de là où on en est arrivé pour que voilà, en 2023 le glyphosate soit réautorisé pour 10 ans. D'ailleurs, L'intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ce genre d'album, c'est un peu comme, je ferai un parallèle moi avec les algues vertes. Ouais, exactement, tu l'as pu dire, bien sûr. Ouais. Non, vas-y. Qui va vraiment intéresser énormément de gens. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez vraiment trouvé le bon sujet pour le mettre à la portée de tous et de toutes. Mais parce que ça nous concerne tous et toutes. C'est vrai que ce qu'on mange, la manière dont on produit nos aliments, etc., tout le monde se sent concerné par aussi ces questions d'alimentation, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie remise en question aussi de certains modèles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les forces en action. Et pour rebondir sur ce que disait Claire par rapport à Algues Vertes, je sais que Inès Léraud, donc qui est la journaliste qui est à la base de l'enquête, a subi vraiment des très très grosses pressions. Elle le raconte d'ailleurs, elle l'a raconté en podcast. C'était pas seulement par rapport au livre Algues Vertes en tant que tel. Je veux dire, c'est par rapport à toutes les enquêtes qu'elle a menées. On a déboulonné ses roues de voiture. Enfin voilà, il y a eu des, on a vraiment essayé de provoquer un accident et pourquoi pas qu'elle en meure, quoi. Je veux dire, ça c'est avéré. Je veux dire là, est-ce que Aurore, en travaillant sur le glyphosate, qui est quand même quelque chose de très touchy, je veux dire touchy pour le lobby, hein, bien sûr. On est tout à fait d'accord autour de la table que voilà, c'est un poison. Est-ce que ça a été aussi le cas pour la réalisation de ce livre? C'est très compliqué de bosser sur ces sujets. Déjà parce que il y a plein de gens qui ont tellement subi la pression des pressions qui veulent plus parler aujourd'hui, qui veulent plus prendre la parole parce qu'ils en ont trop souffert. Donc ça, c'est dur aussi que des gens disent des choses, racontent des choses et qu'on puisse pas les nommer parce qu'ils veulent pas. Parce qu'ils veulent se protéger, parce que ils ont trop pris la parole à un moment et qu'ils ont été trop ciblés et que du coup voilà, ils veulent plus porter ça. Aurore qui vraiment qu'elle traite cette matière avec beaucoup de précautions. Voilà, moi, elle m'a tout de suite dit non, mais on va travailler par Proton. Moi, tes trucs Dropbox, j'en veux pas. Je pense que moi, j'avais des manières de travailler aussi qui étaient pas celles de ce type de sujet. Proton, tu peux nous dire ce que c'est? Moi, je sais même pas ce que c'est Proton. Proton, c'est alors je crois que c'est allemand ou suisse. Peut-être que c'est suisse. C'est un système de cryptage, comme un drive, mais extrêmement protégé, très bien crypté. Voilà, utiliser des modes de communication par signal, voilà, essayer de bien travailler la communication, voilà, d'essayer de garder en tout cas bien
De protéger ses permet sources. nos, Ouais, voilà, c'est de ça. protéger les choses, quoi. Ouais, Même là aujourd'hui où le livre est vraiment en train d'être fini, ouais. Aurore, elle est un peu dans un truc de dire il faut planquer jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où on envoie le print, quoi. Bon, il se trouve que chez Steinkiss, on a une culture aussi, on aime bien faire relire à des gens concernés par ces sujets pour avoir un relecteur tiers, mais du coup, bon, on fait ça avec beaucoup De précaution. d'attention, Mm, voilà, de précaution. Les fichiers sont protégés, il y a des mots de passe. mm. Donc, c'est pas évident. Moi, je comprends tout à fait le fait qu'on ait besoin de se protéger, que voilà, qu'il faut faire attention aussi à pas se retrouver coincé. Voilà. Après, Aurore, elle travaille depuis longtemps sur ces sujets, donc elle travaille depuis longtemps sur le lobby, sur les collusions entre le politique et l'industriel. Donc voilà, je pense qu'elle était plus alerte que moi sur ces questions. Et je pense qu'elle sait plus, elle a l'habitude de se protéger, quoi. Pour terminer, juste sur le chat, il y a Pierre Joly, que tu dois connaître aussi, Anne-Charlotte, Oui, oui. qui nous dit Salut celui-là, Pierre. que cet album, celui-là, c'est sûr, je vais le lire. Mais je pense qu'il a raison, parce que je pense qu'il a attendu, et que vous, au-delà du fait que vous nous en parliez déjà depuis longtemps, je pense qu'il a attendu, et comme les algues vertes ou des BD documentaires qu'ont pu faire par exemple Delcourt, ça va au-delà de la bande dessinée souvent, même ce sont des fois même des gens qui ne lisent pas de la bande dessinée, peuvent aussi rentrer dans ces sujets-là différemment. Donc on va au-delà Mm. aussi du 9e art. Et en plus, ce qui est intéressant, et c'est là où on voit que le travail des dessinateurs, il est exceptionnel aussi, c'est-à-dire que, bon, bah, Aurore, elle a fait un énorme travail d'enquête, de synthèse, voilà, elle a vraiment rééquilibré, enfin, voilà, raconté cette histoire de manière incroyable. Mais David Lopez, le dessinateur, bon, déjà, c'est un dessinateur incroyable. Enfin, moi, je trouve son dessin d'une qualité vraiment, c'est super de bosser avec lui. Et puis, il a trouvé plein d'idées graphiques pour que ce soit dynamique, pour que ce soit vivant, et puis surtout pour que le vivant soit au cœur de ce livre. Parce que ce qui est fou avec les produits phytosanitaires, avec le glyphosate, c'est que c'est des gens qui sont complètement déconnectés du vivant, qui prennent des décisions Mm. pour ce qui se passe à côté de chez vous. Votre jardin, votre champ, le champ du voisin, la maison qui est dans votre arbre, le moineau voilà, qui gravite. Et en fait, ce qui était fou, c'est que lui, par son dessin, par la manière dont il a fait sa narration graphique, il a mis le vivant au cœur du sujet. Et Alors, ça, c'est tellement facile de déconnecter ces sujets qui sont très doc, qui peuvent être techniques, un peu, voilà, la Commission européenne, des fois, faut oui, s'accrocher un peu pour oui, suivre, quoi. Mais voilà, on a ce petit oiseau, cette petite mésange bleue qui est au cœur du récit et qui, voilà, lit, est là pour nous rappeler que, en fait, toutes les décisions qui sont prises, elles ont un impact clairement immédiat sur la biodiversité, sur, voilà, votre jardin, le lac d'à côté, tous les espaces qui nous entourent et dans lesquels on daigne laisser un peu de place aux vivants. Et la couverture est vraiment très très parlante, je trouve, et pour le coup c'est toujours délicat. Je trouve, quand on fait des choses autour de sujets qui sont bien spécifiques, de pouvoir vraiment faire quelque chose qui soit très impactant au niveau de la couverture. Et moi je la trouve là, celle-là, géniale, avec le drapeau européen, avec le liquide et tout. Enfin, franchement, ça claque, parce que pour travailler régulièrement, moi, dans mon boulot au quotidien, moi, je vois passer des livres tous les jours, puisque je suis acheteur pour un grand groupe de chaînes de magasins, bref. Et ça m'arrive souvent de voir des choses qui traitent de sujets de société ou autres, et où la couverture n'y est pas, quoi. La couverture n'y est pas du tout, et donc ça donne pas envie de se plonger dedans. Alors que là, je trouve il y a un peu tout qui est bien pensé dans cette couverture. Voilà. d'accord. Donc Bon. moi aussi, j'avoue, et je pense que mes collègues, ce sera la même chose. On a toutes et tous, pardon, très hâte de lire ce livre. Alors, Voilà. pour terminer, il y a toujours Pierre Joly qui se propose, si tu as encore besoin, Anne-Charlotte, de relire avec ma casquette scientifique qui bosse dans les produits phytosanitaires biosourcés. Trouver des alternatives. Écoute,
bah, Ouais. bien sûr, Pierre, envoie-moi un petit message. Exactement. Et il dit aussi, essayer de trouver des alternatives aux herbicides, c'est un sujet. J'ai hâte de découvrir le livre. Il parle aussi d'écotoxicologie, de toxicologie, de résidus. Ça, c'est la base. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des petits, il me semble, des petites abeilles aussi chez lui, chez Pierre. Ouais, il a Bon, l'air de connaître un peu les produits ouais. phytosanitaires. Donc, vous verrez ensemble. Ça sera plus simple. Voilà. Et On va Claire, je peut-être crois que on va peut-être Oui, s'approcher de la fin de oui. l'émission. Alors, Et c'est attends, vrai il y a que encore un petit truc de Yomisha. J'ai l'impression qu'on en entendra beaucoup parler à sa sortie. Voilà. Donc, j'espère aussi pour Steinkiss que ça marchera sur cette. Pardon, excuse-moi, Claire. Non, je t'en prie. Comme on arrive vraiment à la fin de l'émission, avec mes collègues, on avait envie de parler donc de la collection Steinkiss Poche, parce que ça, vraiment l'été, c'est vraiment l'occasion, voilà, d'avoir cette collection. Donc avec des albums, il y en a à peu près une petite dizaine, avec à 9,95 €. Donc Anne-Charlotte, si vous pouvez rapidement nous parler de ces titres, donc vont ressortir. Voilà, en format. Exactement. Alors en fait, ce qui est intéressant, Steinkiss arrive à un moment où, comme on a une quinzaine d'années, on commence à avoir un fonds qui est vivant, qui est un fonds de livres qui ont été publiés il y a 5, 10 ans, 15 ans. C'est vrai qu'il y a des ouvrages qu'on avait envie de voir revenir en magasin avec des formats plus accessibles, plus nomades. On parlait de cette question aussi d'avoir une circulation aussi du livre qui soit facile, qui s'adresse à un public qui a moins de moyens et qui peut être aussi un public étudiant qui va rentrer par des sujets. Et voilà, et cette collection de poche, en fait, on l'anime quand même depuis, je dirais 5 ans, je pense qu'elle a 5 ans. Et au début, elle avait vraiment vocation à faire vivre un peu du fond de catalogue, à le remettre en avant en librairie. Et puis, on s'aperçoit que les livres tournent bien et donc on essaie tous les ans de faire 1 ou 2 ouvrages du fond de catalogue qui ont donc au moins 2, 3, 4 ans. En général, on essaie quand même que ce soit des livres qui ont au moins 3-4 ans pour les faire arriver dans cette collection poche, en effet, qui est à 10 €, qui permet de soit des livres qu'on a ratés, soit des livres où on se disait j'ai pas eu le temps ou j'avais pas les sous à ce moment-là. Du coup, on arrive avec cette idée du poche qui nous permet vraiment de montrer un peu la diversité du catalogue et de faire vivre des titres qui ont quelques années. En sachant que chez nous, il y a toujours, il y a rarement des titres qui sont uniquement présents en poche. C'est-à-dire qu'on fait toujours vivre, ou en tout cas, on va essayer de faire vivre l'édition grand format et l'édition poche. Parce qu'on sait qu'on s'adresse un peu à des publics un peu différents. Mais par exemple, c'est vrai qu'en attendant Bonne Jungle, là, il y a une réédition qui vient de sortir, une réimpression qui vient de sortir du grand format. Mais je pense qu'on s'est permis d'attendre un peu parce qu'on savait que le poche était disponible, pareil. Donc je sais pas, est-ce on a donné toute la liste là des albums qui allaient sortir en poche ou on peut les citer, hein. Ouais. Oui, vas-y. L'Algérie, c'est Beau comme l'Amérique, Simone Veil ou La force d'une femme, Une saison à l'ONU, En attendant Jungle, Piments oiseaux, Les espionnes racontent, Chroniques de San Francisco et Annette. Ah oui, pardon, et ceux du Chambon également. Ouais. Exactement. Et cette année sont sortis Tropique Toxique et Les Contraceptés, qui sont les 2 petits derniers de la collection, qui sont arrivés dans la collection. D'accord. Alors c'est vrai qu'on aurait pu aussi vous parler du prix jeunesse, mais là on va pas avoir le temps, on va être obligé, tant pis, c'est plus jungle, donc on essaiera d'en parler à un autre moment. C'est vrai que ce descriptif de cette rentrée s'annonce vraiment très intéressant et on a vraiment hâte d'avoir ces albums en physique dans les mains pour pouvoir en reparler lors de nos prochains lives qui reprendront après au mois de septembre. Alors là, on a quand même une émission la semaine prochaine. Puisque Yannick fera
aura notre dernière collective qui servira donc pour faire le bilan de ces 10 mois de Twitch avec beaucoup de problèmes techniques, mais surtout voilà, Mais c'est normal, ça fait partie du. Ça fait ouais, partie mais de la- c'est surtout des très bons moments d'échange et ça vraiment c'est vraiment un format qu'on apprécie et vraiment merci Anne-Charlotte Bah d'avoir non, mais Ouais, merci à c'est vous. Franchement, fond. c'est tellement précieux Merci aussi beaucoup. ces moments d'échange et c'est vrai que peut-être qu'on se les octroie pas assez et voilà, et tout le travail qui est fait par Comic Strip et tout le travail qui est fait par les gens de la CBD et voilà, tous ceux qui s'intéressent aux livres, qui parlent des livres, qui s'intéressent à comment ils sont faits, dans quelles conditions, etc. C'est, je pense, essentiel aussi voilà, dans le monde éditorial d'aujourd'hui et c'est super que vous créiez ces espaces-là et que vous nous les partagiez, quoi. À fond. Donc, bien sûr, continuez, mais faisons-le plus souvent ensemble. Donc on peut nous retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux, hein, tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok. Et puis de toute façon cette vidéo elle sera repostée donc d'ici 1 ou 2 jours sur YouTube. Donc vous pourrez la réécouter si vous n'avez pas entendu la fin aussi. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous pourrez connaître donc le programme des prochaines parutions de chez Style. Alors, Donc il y a, merci ouais, à vous il y a tous. encore quelques petits messages, donc Oui. autant. Alors, il y a beaucoup de titres tentants et des titres de qualité que j'ai déjà pu lire. Merci, Girls. Pierre c'est Joly Eric, nous ça dit c'est Eric, merci ouais. Anne-Charlotte. Et Bah, Yomisha dit merci. toujours très intéressant d'entendre les éditrices et les éditeurs. Ah, voilà. Donc merci Ouais. Anne-Charlotte et ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est pas, on connaît pas trop le métier d'éditeur. Enfin, en tout cas, le grand public ne le connaît pas. Donc c'était aussi une façon de mettre en avant au-delà des titres de Steinkiss, bien évidemment. On avait eu Ouais, bah, Sullivan, super. on avait eu Sullivan Rouault également comment par le passé, donc là franchement c'était très bien de vous accueillir Anne-Charlotte, franchement super échange. On a pris note de plein de choses et j'espère que vous aussi et puis bah merci Anne-Charlotte, merci Damien, merci Merci à Claire. vous trois. Ouais, merci Oui. Damien, merci Claire, merci. C'est Avec super. plaisir. Bonne soirée à tous. Et puis on se Plaisir de retrouve. se croiser. Et oui absolument, tout à fait. À Merci. bientôt. À Bonne bientôt. soirée à tout le monde. Au revoir. Ciao ciao.